Merci beaucoup. Nous écoutons. Je suis désolée, puisque j'ai quasiment plus de voix, mais c'est appartenir jusqu'au bout. Mais surtout, il y a plein de choses qui ont déjà été dites par Nathalie Virel, et notamment les réponses. On ne s'est pas concerté, mais il y a plein de choses. La convergence peut être un bon signe. Oui, c'est plutôt bon signe, pas dans le diagnostic. Oui, c'est ça. Dans le diagnostic. Alors, d'abord, juste pour rectifier peut-être, donc moi je suis chercheuse émérite, ça veut dire que j'ai plus de temps pour travailler. CNRS, Sciences Po, Centre d'études européennes et de politique comparée. Et à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, je suis dans mon troisième et dernier mandat. Et en fait, ce que j'y fais surtout, dehors des discussions qui sont fabuleuses sur comment se battre contre le racisme et l'antisémitisme, je coordonne le sondage annuel qui est fait depuis 1990. Autrement dit, j'y suis beaucoup pour mes activités de recherche. Je ne sais pas un comité d'éthique. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est aborder le problème des libertés académiques menacées à partir d'un angle particulier, celui de l'instrumentalisation de l'islamo-gauchisme, particulièrement dans mon champ de recherche, c'est-à-dire racisme, antisémitisme, islamophobie, discrimination. C'est un cas type. Moi et mes collègues de la CNCDH, en fait, ça y est. D'abord, j'essaierai de voir la carrière d'un mot, la carrière spectaculaire de ce mot islamo-gauchisme, comment ça commence, comment ça finit. Ensuite, j'essaierai de l'analyser comme un macartisme à la française, ou c'est exactement une forme de panique morale, même si le mot est un peu galvaudé, mais ça dit quand même bien ce que ça veut dire. Et puis là, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'essaierai de voir la riposte, c'est-à-dire sur tous les termes. Alors, l'islamo-gauchisme, déjà, il faut bien voir, bon, on est en France. Là, je suis, pour donner une idée, j'ai pris le Google Gram Viewer 75-2022. Là, c'est les occurrences du mot islamo-gauchisme. Vous voyez qu'il y a une belle période, il y a un beau pâté là au milieu. C'est entre 2015 et 2020 à peu près. Et puis ensuite, ça redescend. Et la fin de partie a été sifflée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le présent, qui a expliqué qu'il n'y avait pas d'islamo-gauchisme à l'université et qu'il n'y avait pas d'entrisme des frères musulmans. Bon. Donc, mais c'est cette période-là que je vais analyser. Et pour l'analyser, je vais utiliser le travail d'un chercheur génial, Benjamin Teinturier, qui travaille au Media Lab de Sciences Po. Il a fait une thèse sur les usages numériques par l'extrême droite, du numérique par l'extrême droite, mais il a fait un travail assez super. Il a analysé 2500 articles sur 18 ans avec les logiciels qui sont là. Et en plus, il a travaillé sur quelques 3 millions de tweets et de posts sur YouTube. Donc même là, je ferai essentiellement les médias. Mais il a fait un travail de recherche sur c'est quoi vraiment l'islamo-gauchisme. Et c'est tout à fait révélateur de la fiction totale, de la chimère, qu'est ce terme. Alors, je reprends l'histoire parce qu'elle est quand même assez intéressante. D'abord, il y a Pierre-André Taguieff. C'est le premier politiste qui va utiliser ça dans son travail sur la nouvelle judéophobie. Là, on est en 2000, après l'explosion de la seconde intifada, où il y a une montée des actes antisémites. Et pour lui, il y a une nouvelle judéophobie qui est forte parce qu'elle résulte de l'alliance entre les milieux islamistes et des milieux d'extrême gauche anti-impérialistes, unis dans leur défense de la cause palestinienne. Et là, c'est pas totalement débile, ça fait sens à l'époque. Il y a effectivement des convergences des luttes sur ce terrain. Bon, c'est le tout début, personne n'en parle. Enfin, si, les chercheurs. Et puis ensuite, il y a Samuel Trigano, lui, il est philosophe. Lui, donne un sens légèrement différent. Là, on est dans le contexte du débat autour de la laïcité, les foulards des collégiennes de Creil, grande menace que représente l'islam en France. Et il désigne avec ce terme, dans le Figaro, les supporters du voile à l'extrême gauche et dans le mouvement altermondialiste. Là, on a glissé un peu, c'est identité. C'est pas tout à fait la même chose. Mais vous allez voir, ça va s'amalgamer, ce qui va donner la force au terme. Et puis là, il va y avoir des entrepreneurs de cause. Après Charlie, après les attentats. Et là, c'est des médias comme Le Figaro, Le Point, Marianne. Non, c'est des superbes entrepreneurs de cause. Ils vont ressasser et ressasser et ressasser le péril islamo-gauchiste. Et puis, ça monte à chaque fois un peu en puissance. On a le tournant de 2016, c'est l'effet Elisabeth Badinter. Là, ça change un peu parce que c'est pas les mêmes. À gauche. Et être traité d'islamophobe, c'est un opprobre, une arme que les islamo-gauchistes ont offerte aux extrémistes. Taxer d'islamophobie ceux qui ont le courage de dire « nous voulons que les lois de la République s'appliquent à tous ». Donc là, elle est plus dans la ligne de Trigano, mais
c'est en train de s'amalgamer. Et puis Valls contre Hamon, dans la primaire citoyenne du PS, banalise aussi l'expression. Là, c'est toujours les débats sur la laïcité et l'assimilation des musulmans. Et un dernier point, c'est Laurent Bouvet, le printemps républicain. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est pas venu de l'extrême droite, comme on l'a pensé souvent au départ. C'est venu d'une convergence de la droite traditionnelle et d'une certaine gauche républicaine, celle du printemps républicain. C'est ce qui va donner la force à cette expression. À partir de 2017, ça devient un stigmate islamo-gauchiste. C'est le danger pour la République. Et l'agression de Alain Finkielkraut vient apporter la preuve du danger de ces islamo-gauchistes. Il y a tout là-dedans, les gilets jaunes, l'antisémitisme et l'islamo-gauchisme. Et l'extrême droite, dans le terrain travaillé par Benjamin Teinturier, arrive très tard. Elle arrive après l'assassinat de Samuel Paty. Pardon, il y a une erreur, vous avez rectifié de vous-même, c'est le 16 octobre 2000. Et l'extrême droite n'est pas motrice. Elle a eu un beau concours de circonstances et elle s'est empressée de reprendre le chemin. Et ensuite, il y a la récupération officielle. Et là, ça devient du sérieux. Là, nous avons les propos de Blanquer, ministre, les deux ministres, Blanquer et Frédéric Vidal. Vidal avec son enquête sur l'islamo-gauchisme qui gangrène l'université, qui a commandé au CNRS, qui est plein de lieux, et Blanquer qui dit pareil, que l'islamo-gauchisme fait des ravages à l'université. Et là, on voit dans le corpus de Benjamin Teinturier comment tout cela est en train de monter en puissance de manière exponentielle. Et là, c'est un petit peu toutes les étapes, mais à chaque fois, on monte un peu plus haut. Et avant d'arriver à l'attaque de la CNCDH et de nos travaux, je voudrais juste dire que ce qui est intéressant, c'est que Taguieff, qui au début avait une définition presque, disons, acceptable, entre guillemets, en 2000, de ce qu'était l'islamo-gauchisme, arrive dans un délire, dans une espèce de boule puante dans laquelle on assimile tout, c'est Liaison dangereuse, son livre Islamo-nazisme, islamo-gauchisme. Et là, l'islamo-gauchisme, il y a le victimisme pro-islamique, le décolonialisme, le racialisme, l'intersectionnalité, le féminisme misandre, c'est-à-dire ceux qui utilisent la théorie du genre pour inciter à la haine des mâles blancs hétéros, comme lui. Donc ça, c'est important pour voir l'amalgame, hein, et je reviens en arrière à ce moment-là pour l'analyser. Deux choses. J'en arrive à la charge directement contre moi et mes collègues. Bon, ça se passe dans le cadre de Sciences Po. Il y a une candidature pour remplacer Olivier Duhamel à la tête de la Fondation nationale des sciences politiques. Et je découvre un organisme qui est l'Observatoire du décolonialisme, avec son président qui doit être linguiste et qui mène une charge contre moi. Je ne suis pas digne d'être candidate. Pourquoi? Parce que je suis une islamo-gauchiste. Je reprends la définition du CCIF. Je mets sur un pied d'égalité antisémitisme et islamophobie, c'est-à-dire que je minimise l'antisémitisme, je confonds critique légitime de la religion et attaque contre les croyants, j'importe des théories douteuses, hein, je cite, du genre, de la race et de l'intersectionnalité, et là, il regrette que ce soit pas plutôt le directeur du CEVIPOF, qui est le candidat du camp républicain, Dixit, incarnant, je cite, le mâle blanc de plus de 50 ans, symbole de l'hétéropatriarcat. C'est lui qui aurait dû être poussé. Tout ça pour vous donner les circonstances, et il renchérit le directeur du CEVIPOF dans un billet dans ce même observatoire du décolonialisme. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est devenu aujourd'hui le collectif, l'observatoire de l'éthique universitaire, avec le soutien de la Fondation Périclès et de Sterrin, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et là, on est accusé nommément, Vincent Tibéri et moi, dans une note en bas de page, d'appartenir à une mouvance islamo-gauchiste pour qui l'islamophobie aurait historiquement remplacé l'antisémitisme en Europe et l'on serait indifférent au fait qu'on tue des juifs en Europe. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est le dernier détail qui m'a véritablement mis en colère, la colère étant une ressource fondamentale pour se battre contre ce genre. Alors, le macartisme. Bon, alors vous avez, enfin, c'est magnifique, le macartisme. Moi, ça m'a fait penser à ça, c'est-à-dire une croisade anticommuniste menée aux États-Unis dans les années 50-57 par un obscur sénateur du Wisconsin qui, dans ce climat de la guerre froide, du début de la guerre froide, d'un communisme qui leur apparaît triomphant, va lancer une chasse aux sorcières. Tout le monde a été ou sera communiste. Et
Il y a à la fois le plus haut sommet de l'État sont derrière. Truman est plus réticent, mais la Commission pour les activités anti-américaines de la Chambre des représentants est là. Il a des listes de 250 noms. Il y a l'affaire Al Jarreau, un haut fonctionnaire du New Deal qui est accusé d'espionnage au profit diplomate, au profit. Il y a les époux Rosenberg. Enfin, bref, on est dans un contexte très saumâtre, très dur, et de grande peur du communisme. Il y a un complot international contre les États-Unis. Et voilà, des centaines et des centaines de vies, de carrières vont être brisées par cette chasse au macartisme, moins à l'université que dans le monde de la culture, du cinéma et dans le monde de la haute fonction publique. En revanche, on est plus proche d'une autre croisade macartiste qui est celle contre le politiquement correct des années 90, dans la vague des nouveaux mouvements sociaux des années 60, l'émancipation des femmes, des minorités, des hétéros, etc. Il y a le langage devient politiquement correct et il y a un effet backlash, une attaque en règle contre ce qui est en train de tuer l'Amérique. Il y a le livre de Alan Bloom, The Closing of the American Mind, Higher Education has failed democracy and impoverished the souls of today's students. C'est exactement ce que Trump est en train de reprendre aujourd'hui, sauf que là, ça s'est encore déplacé. Sa cible, c'est les woke. On ne dit pas wokisme aux États-Unis, c'est les woke, mais tout ça, c'est très similaire à ce que nous avons vécu en France. Simplement, on l'a vécu différemment parce qu'on est français, qu'on a donc un autre contexte. Et j'aime bien le terme de panique morale, même si j'entends les critiques. Hein, ça a été revisité plusieurs fois, le bouquin de Stanley Cohen. Mais j'aime bien quand c'est traduit. Il arrive que les sociétés soient en proie à des épisodes de panique morale. Une condition, un incident, une personne ou un groupe de personnes sont brusquement définis comme une menace pour la société, ses valeurs et ses intérêts. Ils sont décrits de façon stylisée, stéréotypée par les médias. Les médias ont repris. Les rédacteurs en chef, des évêques, des politiciens, etc., montent au créneau pour défendre des valeurs morales. C'est un combat contre le bien et le mal. Des experts reconnus, surtout du colonialisme, des médiévistes et des linguistes sur le racisme et l'antisémitisme, émettent un diagnostic et proposent des solutions. Et on peut aussi parler de croisade morale. Alors, la France est un contexte particulièrement porteur pour ces grandes peurs paniques, parce qu'elle a une communauté, enfin, pas une communauté, une population issue de l'immigration venant de pays musulmans importante. Elle a aussi la plus grande population minorité juive en Europe, donc il y a un terreau là. Il y a eu, à partir de 2000, une explosion des actes antisémites. Il y a une série d'attentats et la France est particulièrement touchée au nom du djihad. Tout ça va dans le sens des dangers de l'islamisme et plus simplement de l'islam. Il y a la fameuse tradition universaliste, laïque, républicaine. Voilà les valeurs sur lesquelles il faut s'adosser pour condamner les séparatistes islamistes et les islamo-gauchistes de tout poil. Il y a la dynamique du Rassemblement national et de toutes ces droites radicales populistes sur le thème de la menace migratoire, mais plus précisément de la menace islamiste et musulmane. Il y a la stratégie électorale macroniste et LR pour piquer des voix assez droites. Donc, tout ça va dans le même sens pour reprendre ces thèmes. Il y a le rôle amplificateur des réseaux sociaux, des fake news. Il y a, ce qui m'a frappé, c'est que beaucoup de collègues, chercheurs, ont été atteints avec une tentation de repli franco-français contre toutes ces théories importées des États-Unis. Mais les sciences sociales sont relativement assez faiblement internationalisées, même si c'est en train de changer avec les nouvelles générations. Voilà, on voit là des clivages générationnels. Et puis, bien sûr, il y a Trump. Donc là, il y a un soutien magnifique avec Trump à toutes ces chimères. Et puis, il y a le 7 octobre, avec une polarisation sans précédent du débat politique ayant contagion sur le débat scientifique. Donc tout ça fait pourquoi ça a tellement pris en France. Alors, les conséquences, elles ont été évoquées. On disqualifie les chercheurs, ils se censurent ou ils s'autocensurent, ça les fragilise, surtout les plus jeunes. Il y a des thèmes sur lesquels on ne veut plus travailler. Grand confusionnisme, c'est encore autre chose. Mais on sent qu'il y a un profond malaise identitaire de la part de ceux qui refusent de voir. On est sur un trip qui a une forme de backlash, une forme de populisme culturel. On veut revenir à un passé idéalisé où il n'y avait pas les théories du genre,
il n'y avait pas des musulmans, des bons franco-français. Et j'en arrive, je crois que je suis allée tellement vite pour aller, je sais pas combien de temps il me reste, mais je crois que je suis allée une dizaine de minutes. Bon, je vais le calmer. Donc, la riposte. La riposte, je pense qu'il est très, très important de répondre et de ne pas laisser les collègues seuls, parce que il n'y a que collectivement qu'on peut y répondre. Alors, il y a 3 points. Moi, je dirais le premier point, c'est faire de la recherche, de la recherche, de la recherche. C'est-à-dire, il faut répondre à ces gens-là et il faut répondre sur le plan de la recherche. C'est-à-dire, il faut persister. Moi, on m'accuse d'utiliser le terme islamophobie, et islamophobie, ça veut dire interdire de critiquer l'islam. Ça, c'est n'importe quoi. L'islamophobie, c'est un terme qui a été développé notamment en Angleterre avec leur think tank pour désigner les préjugés envers l'islam et ou les musulmans. C'est utilisé par toutes les sciences sociales internationales, aucune mauvaise idée derrière. On ne définit pas a priori ce que c'est, on cherche s'il y a un lien entre le rejet des musulmans et le rejet de l'islam. Il y en a un. Et on fait notre boulot de chercheur. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le petit livre. Mais en tout cas, l'idée, c'est persister, définir, parce que ce qui fait la force des sciences sociales, c'est qu'on définit les termes sur lesquels on travaille. Donc, au-delà de toutes les bêtises qu'on peut entendre et lire dans les médias. Et le deuxième point, au fond, c'est, dans la recherche, c'est mesurer. Et sur un débat connexe, qui est celui autour du genre, il y a un très joli travail par Étienne Ollion et ses collègues, avec l'intelligence artificielle, où ils analysent le poids des travaux sur le genre dans les revues de sciences sociales françaises au XXIe siècle. Le poids est passé de 9% en 2001 à 11,4% du total en 2022. On est vraiment gangréné par les études sur le genre, les sciences sociales françaises. On est en fait en retard par rapport aux travaux sur le genre dans les autres pays européens et aux États-Unis et en Angleterre. Bon, pareil, sur l'intersectionnalité, il y a aussi un petit livre de Bernard Lépinard, mais l'important, c'est mesurer. 2, c'est vulgariser. Et là, en fait, c'est pour ça qu'on a écrit les mots qui fâchent. On a essayé d'écrire, de reprendre tous les termes qui sont galvaudés, sortis de leur contexte, islamophobie, islamo-gauchisme, racisme anti-blanc, genre, intersectionnalité, et de montrer leur intérêt, leurs usages. Et en fait, ça marche assez bien. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont pas chercheurs ou chercheuses et qui se prennent ça, c'est mieux qu'un article effectivement dans une revue à comité de lecture. C'est-à-dire, il faut faire les deux. Il faut écrire pour nos pairs, parce que c'est à nos pairs que je reconnais le droit de nous juger, mais il faut écrire pour le grand public et il faut associer le public à nos travaux. Il y a plein de recherches sur la recherche collaborative. Une des plus belles recherches que j'ai faites, c'est des recherches sur la précarité avec des personnes hébergées par les petits frères des pauvres. On avait fait un travail en commun et travailler avec des vrais précaires, ça a changé complètement notre manière de travailler sur la précarité. Donc, c'est pareil. Faire des recherches collaboratives, s'ouvrir sur le public, me semble une manière tout à fait intéressante de procéder. Mais en tout cas, il faut communiquer. Comme le dit Stéphane Bann, il faut une diplomatie du savoir scientifique. Et puis, le plus important, je pense, c'est l'action collective, parce que tout seul, on ne peut pas. L'action collective des chercheurs de différentes disciplines, au niveau local, au niveau national, au niveau européen, au niveau international. Et donc, quelque chose comme l'OALA dont on parlait ce matin est absolument fondamental. On ne peut pas se battre tout seul. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que cette stigmatisation et cette croisade a eu des effets négatifs, mais elle a eu aussi des effets positifs. Elle nous a apporté des centaines et des centaines de soutiens. Donc, il faut jouer là-dessus. C'est-à-dire, il faut voir qu'il y a des gens qui ne sont pas indifférents à ce qui se passe, et ça les a ensuite mobilisés dans la lutte pour défendre les libertés académiques. Donc, je crois que c'est vraiment important de faire ça, et je crois que je vais m'arrêter là pour qu'on ait le temps de discuter avec quelques références, mais je peux vous envoyer le PowerPoint comme ça, il y a quelques références dedans. Et dernier point peut-être, la colère. La colère est une ressource très importante et les mots qui fâchent, c'est vraiment ça. C'était une indignation face aux bêtises qu'on entendait remontant de haut en bas chez nos collègues et au plus haut sommet de l'État. Et donc, la colère peut être une émotion positive.